Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le présent module, nous allons explorer les principaux types d'institutions financières fédérales et provinciales, ainsi que leurs pouvoirs généraux. Cette exploration se fera en 3 volets. Premièrement, nous allons aborder les institutions financières qui relèvent de la catégorie des institutions de dépôt. Deuxièmement, nous allons aborder les institutions financières qui relèvent de la catégorie des assureurs. Et finalement, nous discuterons des courtiers en valeurs mobilières. Comme le cours ne porte pas sur les institutions financières étrangères, nous ne les aborderons pas non plus, bien que, sous réserve de l'agrément du ministre des Finances, celles-ci peuvent être propriétaires de n'importe laquelle des institutions financières par action que nous discuterons. Sans plus tarder, commençons avec les institutions de dépôt. En anglais, Deposit Taking Institutions. Comme le nom le laisse entendre, les institutions de dépôt ont le pouvoir de prendre des dépôts d'argent. En fait, elles ont le pouvoir d'offrir la panoplie de services bancaires comme l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux et l'émission de cartes de crédit et l'octroi de prêts depuis l'usage de ces cartes. Au sein de la catégorie des institutions de dépôt, il existe 2 sous-catégories, les institutions par action et les institutions par part sociale. Dans la sous-catégorie des institutions par action se retrouvent les banques par action, parfois nommées les banques à charte ou les banques chartrées, en anglais Chartered Banks. On y retrouve aussi les sociétés de fiducie, en anglais Trust Companies, et les sociétés de prêt, en anglais Loan Companies. Qu'est-ce qu'une banque, qu'elle soit ou non par action? Bien, de la perspective des lois qui régissent les institutions financières, une banque est tout simplement une entité régie par la loi sur les banques. Ainsi, les banques non financières, comme les banques alimentaires, ne sont pas des banques en vertu de ces lois. En fait, l'article 2 de la loi sur les banques définit le terme « banque » comme banque figurant aux annexes 1 et 2 de la loi. Au terme de l'article 14 de la loi, une banque figurant à l'annexe 1 n'est pas une filiale d'une banque étrangère, alors qu'une banque figurant à l'annexe 2 est une telle filiale. Par le passé, il existait des distinctions relativement importantes au terme de la loi sur les banques entre les banques de l'annexe A, maintenant l'annexe 1, et celles de l'annexe B, maintenant l'annexe 2. Aujourd'hui, la loi les traite de façon à peu près identique. Passons maintenant aux sociétés de fiducie et de prêt. Les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt peuvent être formées et réglementées soit au niveau fédéral, soit au niveau provincial si la province le permet. Par exemple, bien que par le passé, il existait des sociétés de fiducie et de prêt formées au terme d'une loi ontarienne, depuis le début des années 2000, ce n'est plus le cas, et l'Ontario exige que les sociétés de fiducie et de prêt qui exercent leurs activités commerciales dans la province soient formées au niveau fédéral. Bien qu'aussi, par le passé, il existait des différences importantes entre les pouvoirs d'une société de fiducie, d'une société de prêt et d'une banque, ce n'est plus le cas, sauf qu'une société de fiducie est la seule parmi les institutions financières fédérales qui peut agir comme fiduciaire. Le module 5 apportera des précisions sur cette question. Abordons maintenant la seconde sous-catégorie des institutions de dépôt, soit celle à part sociale. Dans la sous-catégorie des institutions de dépôt par part sociale se retrouvent les caisses populaires, les coopératives de crédit provinciales, en anglais Provincial Credit Unions, et les coopératives de crédit fédérales, en anglais Federal Credit Unions. Les caisses populaires et les coopératives de crédit provinciales sont formées et réglementées au niveau provincial. Quant aux coopératives de crédit fédéral, elles sont formées au terme de la loi sur les banques. L'article 2 de la loi définit une coopérative de crédit fédéral comme étant une banque qui est organisée et qui exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif au sens de l'article 12.1. Les pouvoirs des caisses populaires, des coopératives de crédit provinciales, des sociétés de prêt et des sociétés de fiducie sont très semblables à celles des banques, y compris sur le plan de la prise de dépôt. D'ailleurs, elles peuvent tous se présenter comme offrant des services bancaires. Toutefois, rappelons que seules sont les banques les institutions financières qui figurent aux annexes 1 et 2 de la loi sur les banques. Abordons maintenant les institutions financières qui relèvent de la catégorie des assureurs. Les assureurs peuvent être formés et réglementés soit au niveau fédéral,
soit au niveau provincial si la province le permet. Au sein de la catégorie des assureurs, il existe deux sous-catégories. Les assureurs vie et les assureurs multirisques, parfois nommés les assureurs généraux. Les assureurs vie et les assureurs multirisques peuvent être des institutions par action ou des institutions mutuelles. Les institutions mutuelles sont l'équivalent des institutions de dépôt par part sociale, car les propriétaires des institutions mutuelles sont leurs clients et, dans le cas des sociétés de secours mutuels que nous allons discuter dans quelques instants, leurs membres. Dans la sous-catégorie des assureurs vie se trouvent les sociétés d'assurance vie, en anglais Life Companies, et les assureurs de secours mutuels, en anglais Fraternal Benefit Societies. En termes de produits d'assurance, les sociétés d'assurance vie sont habilitées à offrir très peu de produits autres que l'assurance vie et l'assurance contre les accidents et la maladie. Les sociétés d'assurance vie sont également habilitées à offrir des produits de placement, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés d'assurance multirisque. Contrairement aux sociétés de secours, les particuliers deviennent clients de sociétés d'assurance vie dans le but premier d'obtenir des produits et services financiers. L'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurance définit une société de secours mutuel comme une personne morale constituée à des fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuse, y compris pour assurer leurs membres, leurs conjoints ou leurs enfants. Comme le laisse entendre la définition, les services d'assurance sont secondaires à une société de secours mutuel. Contrairement aux sociétés d'assurance vie mutuelle, les gens se joignent souvent aux sociétés de secours dans le but premier de fournir et de bénéficier de l'entraide parmi un groupe de gens ralliés par des affinités non financières. On choisit de se procurer ou non l'assurance offerte par la société de secours une fois qu'on est membre. La sous-catégorie des assureurs multirisques, en anglais Property and Casualty Insurers, comprend généralement des sociétés qui sont habilitées à offrir presque tous les produits d'assurance, sauf l'assurance vie. Par exemple, les assureurs multirisques offrent l'assurance automobile, l'assurance responsabilité et l'assurance maritime et l'assurance de biens. L'assurance hypothécaire fait exception, et les autorités réglementaires exigent généralement que les sociétés qui offrent cette assurance se limitent à celle-ci, compte tenu des éléments uniques de cette assurance que nous n'aborderons pas dans ce cours. C'est pourquoi l'on réfère à ces assureurs comme des assureurs hypothécaires, en anglais Mortgage Insurers. Il convient de noter que la grande majorité des institutions de dépôt fédérales et des assureurs fédéraux sont des institutions par action. En fait, la loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, qui est une loi fédérale, ne permet que la formation de sociétés par action. Passons maintenant aux courtiers en valeurs mobilières, parfois nommés les maisons de courtage. Les courtiers en valeurs mobilières, en anglais Securities Dealers ou Investment Dealers, sont les sociétés par action qui sont autorisées à négocier sur le marché des capitaux pour leurs clients ou en leur nom propre. Nous aborderons le marché des capitaux dans les modules 4 et 7, mais en bref, c'est le marché où se négocient les valeurs mobilières, en anglais Securities. Mais qu'est-ce qu'une valeur mobilière? Bien, c'est un produit d'investissement ou de placement qui tombe généralement dans l'une de deux grandes catégories. Soit la catégorie des titres de propriété, comme les actions, soit la catégorie des titres de créance, comme les obligations d'épargne du Canada. Par le biais d'une décision rendue en 2011, la Cour suprême du Canada a affirmé que le gros des compétences constitutionnelles en matière de la réglementation des valeurs mobilières est du ressort des provinces et non du Parlement. Par conséquent, tel est le cas pour la réglementation des courtiers en valeurs mobilières, sauf si, au terme d'une décision de la Cour suprême rendue en 2018, une province choisirait de déléguer au fédéral cette fonction. Une banque d'investissement, en anglais Investment Bank, est un type de courtier en valeurs mobilières. Une banque d'investissement n'est pas une banque au sens des lois qui régissent les institutions financières, y compris la loi sur les banques. Une banque d'investissement a surtout comme clientèle des entreprises à but lucratif, y compris les banques au sens de la loi sur les banques. La banque d'investissement conseille ses clients en matière d'opérations financières avancées, comme les introductions à la bourse
et les fusions et acquisitions. Elle est aussi responsable de créer des produits d'investissement tels que des titres adossés à des créances. Wow, ça mange quoi en hiver, des titres adossés à des créances? Nous les aborderons dans le module 7, car ils sont un des catalyseurs importants de la crise financière de 2008. Grâce au documentaire que vous allez visionner dans le même module 7, vous allez apprendre au sujet des grandes banques d'investissement américaines du présent et du passé, y compris Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ainsi que leur importance. Bon, pour résumer, nous venons d'examiner les principaux types d'institutions financières fédérales et provinciales, ainsi que leurs pouvoirs généraux. Celles-ci se trouvent dans l'une de trois grandes catégories. Premièrement, la catégorie des institutions de dépôt, qui, telle que nous avons discuté, comprend les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt, les caisses populaires et les coopératives de crédit provinciales. Tel que nous l'avons discuté, les banques comprennent les coopératives de crédit fédérales. La deuxième grande catégorie que nous avons abordée est la catégorie des assureurs, dans laquelle se retrouvent les assureurs-vie, y compris les sociétés de secours mutuels. La catégorie comprend également les assureurs multirisques, incluant les assureurs hypothécaires. Et la troisième des grandes catégories que nous avons abordées, c'est celle des courtiers en valeurs mobilières, y compris les banques d'investissement. Voilà qui met fin à ce module 2. À bientôt.